Bonjour, alors mon atelier 3, dans le fond, je vais le faire sur l'itinérance, la situation d'itinérance des Autochtones au Canada. Ma présentation va durer environ 15 minutes, puis ça va être séparé en trois catégories. La première catégorie, c'est dans le fond l'aspect méconnu des Autochtones en situation d'itinérance. La deuxième partie, ça va être les solutions qu'on peut apporter. Puis la troisième, ça va être les pièges qu'il faut éviter en tant qu'allié. Donc, les membres des Premières Nations qui sont présents un peu partout au Canada, ils subissent beaucoup de racisme systémique. Et ça vient des facteurs surtout qui sont nationaux et historiques. Mais ça se répercute beaucoup sur des facteurs qui sont plus individuels, qui vont les atteindre vraiment beaucoup. Puis c'est entre autres le racisme puis le racisme systémique. Puis en ce moment, il y a une grosse quantité d'Autochtones qui sont dans des milieux urbains, que ce soit à Montréal, à Vancouver, mais surtout à Montréal, on retrouve la troisième plus grosse agglomération d'Inuits qui sont au Canada. Puis justement, ces personnes-là, ben, elles vivent quotidiennement des obstacles parce qu'ils sont marginalisés. Ils doivent faire face à ces obstacles-là pratiquement à chaque jour. Puis il y a beaucoup d'organismes qui essayent d'aider ces personnes marginalisées-là à s'introduire dans la société. Comme par exemple, on a le gouvernement de l'Ontario qui, lui, je pense, s'est doté d'un plan d'action en 2018 pour unir tous les organismes autochtones pour faire face aux obstacles que je vais expliquer un peu plus bas. Donc, déjà, on a un premier obstacle, c'est le néolibéralisme. Donc, ça, c'est vraiment un impact qui est historique, qui est national et même peut-être international. C'est un problème qui s'oppose à l'État-providence parce que, dans le fond, le mouvement néolibéralisme, ce qui fait, ben, déjà, il s'est développé au Québec et au Canada dans les années 1980 et un peu partout en Occident. Puis, euh, il fait en sorte que euh, ça prône que les individus sont responsables de leurs actes. Donc, dans le fond, la criminalité, ça devient un enjeu qui est vraiment important dans la société. Puis la sécurité, la quiétude et tout ça, ça devient une nécessité. Donc, on aperçoit une augmentation d'interventions policières et pénales qui sont dirigées par un sentiment d'insécurité. Puis la pauvreté et l'itinérance, justement, mais sont particulièrement touchés à cause de ça. Puis même l'espace public devient un centre d'intervention très sévère. Puis justement, ces personnes marginalisées-là se retrouvent souvent dans ces types d'endroits-là. En plus de ça, il y a une crise du logement qui a touché très fortement le Canada et le Québec, environ dans la même période. Puis ça forçait les plus démunis à rester à la rue ou à se faire renvoyer de leur logement ou même qu'ils ne pouvaient même pas trouver de logement. Donc, vu que les Autochtones sont beaucoup plus à risque d'être démunis, ça je vais l'expliquer un petit peu plus bas, à cause de leurs difficultés d'adaptation dans la société urbaine, mais c'est normal qu'on retrouve un grand nombre d'Autochtones qui se retrouvent à la rue. Euh, donc là, je vais parler des problèmes actuels qui sont rencontrés avec la police. En ce moment, il y a un rapport Vien qui est très populaire qui montre que, dans le fond, il y a un manque d'incompréhension, de communication, de motivation euh, euh, vis-à-vis le métier de policier pour les Autochtones. Parce que euh, le, 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 le métier de policier est vraiment controversé dans les populations autochtones en ce moment, dû à des raisons historiques. Parce que justement, elle est vraiment très peu valorisée à cause des mauvaises relations qui sont entretenues avec la police. Mais historiquement, le développement du Canada représente en général un changement radical pour la culture autochtone. Puis les lois qui sont mises en vigueur, qui ont principalement aidé le Canada, ben, a participé aussi à l'extinction de la culture. Mais ça a été appliqué par les forces. Par exemple, le retrait des populations dans des réserves, le rapetissement du territoire de chasse et de pêche, la coexistence forcée avec des compagnies occidentales, etc., etc. Toutes ces lois-là sont des lois qui sont rattachées à l'image des policiers parce que ce sont eux qui les ont mis en application. Puis, en plus, il y a un sondage qui met en vedette environ 2000 autochtones. Et ça démontre les difficultés qui sont ressenties par rapport à cette minorité-là qui est très marginalisée quand elle se trouve en dehors des communautés, donc par exemple dans des villes, dans les grosses villes surtout. Le tiers de ces personnes-là sont sans emploi.
Ils n'ont même pas une seule aide financière de la part du gouvernement ou d'organisation. Le reste du 2 tiers, lui, il est beaucoup moins démuni, mais il touche quand même à moins de 20 000 $ par année. Donc ça, c'est quand même assez important. Puis justement, pourquoi ces Autochtones sont dans cette situation-là? Mais ça, c'est à cause, entre autres, du choc culturel qui est dû au changement soudain de mode de vie et d'environnement, puisqu'ils viennent des réserves puis ils se retrouvent dans des villes. Donc ça mène à la marginalisation, à la pauvreté et finalement à l'itinérance très souvent. Il y a plus de 10% des itinérants à Montréal qui sont autochtones, mais ils ne forment aucunement 10% de la population. Il y a 40% de la population itinérante autochtone qui est inuit, mais les Inuits ne forment que 10% de la population autochtone. Donc les Inuits sont aussi vraiment très touchés en particulier. Puis ça mène à de la criminalité, ça mène à une plus grande exposition à la police, ça mène donc à des problèmes pour les Autochtones qui sont en situation d'itinérance. En plus de ça, les policiers n'ont aucune formation scolaire sur l'histoire autochtone. Donc, les Autochtones ont leur part de problème, mais les policiers, le corps policier aussi, parce qu'ils n'ont pas nécessairement appris ça à l'école ou dans leur formation. Ils n'ont pas, pas connaissance des circonstances de l'état actuel de ces Autochtones-là. Puis, et ça peut mener à que les policiers développent des préjugés face à ce genre de type d'individus qui peuvent peut-être même avoir des interventions plus injustes et que ces interventions-là augmentent. Puis en plus de ça, avec l'appui de la population puis de la moralité qui souhaite une ville qui est très sécuritaire, bien, ça devient plus difficile pour les Autochtones en situation d'itinérance. Je donne un exemple comme ça. Vivre en état d'ébriété dans la rue, ça cause des problèmes. Puis peut-être qu'une personne blanche ou non racisée ne serait pas autant sévèrement punie qu'une personne marginalisée comme un autochtone. Donc maintenant, je vais parler des solutions qui permettent de régler ce problème-là. Donc la première solution est en fait pour que les policiers aient une meilleure relation avec les Autochtones, puis pour aussi aider la situation actuelle des Autochtones en situation d'itinérance. Dans le fond, c'est que les corps policiers pourraient eux-mêmes user de la rencontre de l'autre comme individu. Donc ça, c'est un concept qu'on a vu en classe. Et dans le fond, c'est de voir la personne un peu comme un ami, quelqu'un avec qui on a une relation particulière et pas comme une simple personne dans la rue qui est quelqu'un qu'on connaît pas vraiment, puis qu'on n'est pas certain de vraiment comprendre qui cette personne est. Donc dans le fond, les policiers peuvent simplement poser des questions, avoir plus de relations positives avec ce genre de personnes-là, aller sur le terrain, puis aussi surtout comprendre les identités, les multiples identités que ces Autochtones-là ont en eux. Donc l'identité occidentale, puis l'identité autochtone, puis peut-être même une troisième identité. Puis tout ça, ça forme l'individu, puis tout ça, ça va permettre, dans le fond, de minimiser le sentiment de marge, donc de minimiser le sentiment que les Autochtones ont de se sentir à part de la société et pas inclus. Donc ça permet vraiment d'améliorer les relations positives avec les policiers, puis en général avec le reste de la population et de la société. Le deuxième point, c'est que les policiers peuvent utiliser aussi leurs privilèges pour aider les Autochtones, donc à bon escient. Donc, dans le fond, les policiers, vu qu'ils sont dans une situation assez aisée dans la société, ils peuvent utiliser leurs avantages de communication, d'influence pour donner plus de parole aux Autochtones et pour leur laisser plus de place dans la société. Donc, dans le fond, par exemple, ils pourraient mettre en valeur le fardeau que les Autochtones ont en ce moment sur leurs épaules dans la société parce qu'ils ne sont malheureusement pas acceptés. Puis, ils peuvent aussi, les policiers, offrir la parole à ces Autochtones-là plus souvent pour qu'ils soient mieux représentés. Le troisième point, puis aussi, en passant ça, il faut faire attention de ne pas trop parler des inégalités puis trop parler de ces problèmes-là envers les Autochtones parce que ça peut devenir un piège qu'on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Et le troisième point, pour que les policiers peuvent aider, dans le fond, les Autochtones à mieux s'établir dans la société actuelle, c'est de laisser le contrôle à l'autre.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Dans le fond, c'est que c'est pas juste les policiers, en fait, qui peuvent utiliser de ce genre de stratagème-là. C'est aussi les politiciens, les citoyens et vraiment n'importe qui dans la société qui sont bien établis. Même les institutions qui financent les Autochtones pour les aider. Ils peuvent, dans le fond, apprendre à discuter avec ces personnes-là, avec les personnes qui sont dans les marges, afin de comprendre les solutions qu'eux voudraient apporter à la société, puis afin de résoudre ces problèmes actuels-là. Donc, dans le fond, plus on discute avec eux, plus on apprend qu'est-ce qu'eux veulent. Et justement, il faudrait leur laisser, eux, le choix de décider qu'est-ce qu'ils veulent comme solution. Parce qu'en fait, actuellement, ce qu'on fait souvent, c'est que nous, on impose notre façon de penser, notre façon de faire à ces Autochtones-là, et on pense que c'est la bonne manière de les aider, mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Parce qu'en effet, actuellement, oui, il y a beaucoup d'institutions qui aident les Autochtones, mais est-ce qu'on leur demande vraiment leur avis et est-ce qu'on leur demande vraiment si c'est la meilleure solution afin de les aider? On n'est pas sûr parce qu'on n'est pas dans leur peau. On n'est pas à leur place et on ne sait pas qu'est-ce qu'eux vivent. Donc justement, ça se lie avec le fait de communiquer plus souvent avec ces Autochtones-là, puis que même si les policiers interagissent mieux avec eux, avoir des relations positives, ça va permettre à ces Autochtones-là de mieux s'exprimer et de mieux faire comprendre à la population c'est quoi leurs besoins et de quoi ils ont besoin. Donc, le rapport vient en a suggéré deux vraiment grosses principales. Le premier, c'est encourager un environnement sécuritaire et prôner la confiance dans le centre-ville. Et le deuxième, c'est encourager des relations positives entre la police et les itinérants autochtones, mais aussi les élus, les commerçants et les citoyens. Donc, dans le fond, le fait d'encourager un environnement sécuritaire, c'est pas seulement pour les personnes qui ne sont pas marginalisées, c'est surtout pour ces personnes-là, en fait, donc les Autochtones. Il faut les aider parce que ça peut être dangereux pour eux, puis ça amène à une augmentation, une escalation de la violence et de la criminalité. Surtout dans le centre-ville parce que c'est là où il y a beaucoup d'actions, où il y a beaucoup de places publiques, puis il y a un grand regroupement d'Autochtones en situation d'itinérance qui sont là. Donc, par exemple, si on peut leur offrir des refuges, augmenter le nombre de refuges qui sont à disposition, mettre des toilettes publiques, peut-être même des piqueries pour les personnes qui ont des problèmes de drogue. Et aussi, les policiers pourraient même arrêter de chasser et de donner des contraventions tout le temps. Parce que ça aide pas, ça fait juste empirer les relations. Peut-être même faire de la discrimination positive, ça c'était une suggestion. Donc, favoriser l'éducation, offrir des logements à plus bas prix, favoriser l'accès aux hôpitaux vraiment facilement et les hôpitaux publics et même leur laisser un petit peu plus de place dans les médias. Donc ça, c'est vraiment le fait d'encourager des relations positives entre la police et les itinérants autochtones pour qu'ils puissent être plus acceptés dans la société, mais surtout pour qu'ils puissent eux-mêmes vouloir rentrer dans la société puis pas s'en détacher le plus possible. Maintenant, je vais parler des pièges qui sont à éviter en tant qu'alliés. Donc, dans le fond, on a déjà l'inaction. J'en ai choisi 4 qui sont vraiment les 4 principaux d'après moi. Le premier, c'est l'inaction. Donc, le fait de ne pas prendre part au combat quand on a peur des erreurs ou quand on se sent coupable, ça, c'est de l'inaction. Puis, dans le fond, l'inaction, d'après moi, c'est vraiment la base des pièges qui sont à éviter en tant qu'allié parce que on a beau faire de l'inaction, il faut aussi vraiment faire attention à quand on agit, quand on fait quelque chose pour les aider, que ce soit bien fait. Puis là, justement, il y a plusieurs pièges qui arrivent quand on essaie de les aider. Il y a le syndrome du sauveur, qui, lui, c'est un syndrome que, dans le fond, quand on veut prendre le contrôle de la situation et quand on veut prendre le contrôle des solutions à la place des personnes marginalisées, sans prendre compte de la personne qu'on est. Donc, le syndrome du sauveur, c'est vraiment si, par exemple, nous, on veut aider les Autochtones en situation d'itinérance, bien, il faut le faire à leur manière et non selon nous. Donc, par exemple, je ne sais pas, offrir de l'argent à une organisation, ce n'est pas nécessairement la meilleure manière pour les aider parce que ce ne sont pas eux qui choisissent comment ils veulent se faire aider, c'est des organisations qui imposent leur façon de voir et leur façon de penser à ces Autochtones-là, oui, pour les aider, mais pas nécessairement de la meilleure manière ou de la bonne manière. Donc, ça peut pas aider de la meilleure façon, mais surtout, des fois, ça peut nuire à ces personnes-là.
Donc, il faut faire attention à ça. Euh, Ensuite, le troisième piège qui est à éviter, c'est tirer son profit de son rôle d'allié. Donc, dans le fond, par exemple, si un professeur euh, ben, montre, dans le fond, de l'intérêt pour euh, les personnes qui sont en itinérance, ben, qui sont des autochtones qui sont en situation d'itinérance, ben là, ça peut très bien l'aider lui personnellement pour augmenter son estime personnelle ou se faire valoir, mais sans nécessairement aider les personnes marginalisées. Donc, dans le fond, tirer profit de son rôle d'allié, c'est chercher à mousser sa carrière, à augmenter son estime personnelle, plutôt que d'utiliser sa propre position pour donner la parole aux marges. Mais dans le fond, c'est que les marges n'ont pas nécessairement beaucoup de moments où ils ne sont pas très vus en général dans la société, entre autres à cause des médias qui ne leur donnent pas beaucoup de place. Mais justement, notre situation à nous, si par exemple je suis un professeur, ça peut être d'aider ces personnes-là. Puis si je fais une conférence, par exemple, d'inviter une personne qui provient des marges et de lui laisser une chance de s'exprimer puis de montrer son point de vue. Le quatrième, c'est vraiment le plus, d'après moi, le plus important, c'est parler seulement des inégalités. Donc ça, c'est le fait de mettre de l'avant les marges, mais seulement pour faire état de leurs difficultés. Puis ça, c'est vraiment le piège qui nuit le plus, selon moi, parce que ça perpétue les préjugés puis ben c'est ça, les préjugés qu'on a face à ces personnes-là. Puis, dans le fond, ça nuit vraiment. Parce que, admettons que je parle de ces personnes-là, mais toujours d'une mauvaise manière, ben, le monde autour de moi qui écoute ça, ils vont penser que les personnes dont je parle dans les marges sont exactement comme ça parce qu'ils n'ont pas nécessairement de l'expérience. Et moi non plus, j'ai pas mon expérience là-dedans, donc j'ai pas nécessairement mon mot à dire par rapport à ça. Donc ça se réfère aussi au fait de tirer son profil, de tirer profit de son rôle d'allié, puis de donner de la parole aux marges, dans le fond. Donc, c'est vraiment ça, c'est les quatre pièges qui sont à éviter.